effet du Pirée, le port d'Athènes, que nous embarquons au crépuscule sur le Starflyer, un 4-mâts de la compagnie monégasque Star Clippers, véritable réplique de 115 mètres de long des Clippers de la fin du XXe siècle et bâton pavillon maltais pour une croisière en mer Égée. Celle-ci doit nous conduire d'Athènes jusqu'à Rhodes et les côtes turques et revenir par Santorin. Une fois que tous les passagers ont embarqué, y compris nos amis Dominique et Sylvain, et après avoir pris le verre de bienvenue, le Starflyer est prêt à appareiller à la nuit tombée. La première journée à bord est une journée en mer. Nous avons vent arrière et le Starflyer peut déployer ses 21 voiles pour une voilure de 3365 m². C'est aussi l'occasion de découvrir le navire. Avec tout d'abord sa bibliothèque et son ambiance feutrée, qui peut aussi servir de salle de bridge. Le Tropical Bar donnant sur le pont principal. Et la proue du navire avec son pont en teck. Le poste de pilotage qui semble bien désert, mais que l'on se rassure, le commandant est bien à la barre. Et tout à l'avant, le mât de misaine avec son filet où l'on peut faire la sieste. Et comme sur tous les grands voiliers, on peut admirer les cabestans, les cuivres, les druisses et autres cordages pour hisser les voiles, tous bien rangés, comme les écoutes, de même que les grosses cordes d'amarrage. En début d'après-midi, nous passons au large de l'île de Syros. C'est le moment que choisit le commandant Yuri Slastenin, d'origine ukrainienne, pour se présenter et nous présenter les membres de son équipage. Le reste de la journée se passera en profitant de la navigation, du navire, du vent dans les voiles, avant de passer au bar et donc de rejoindre le restaurant pour le dîner du soir. Au petit matin, nous longeons les côtes turques à bâbord aux confins de la mer Égée. Elles sont séparées par seulement 18 km des côtes de l'île de Rhodes. Rhodes dans Pindare disait qu'elle est l'enfant de la déesse Aphrodite et l'épouse du dieu Hélios. C'est la plus grande île du Dodécanèse et elle compte 115 000 habitants. Le vieux port de Rhodes, défendu par son bastion. Fondé au XIe siècle avant Jésus-Christ, il a connu les civilisations grecques et romaines avant de connaître les chevaliers de Saint-Jean pendant près de 2 siècles et la puissance turque pendant près de 4 siècles. Il est aujourd'hui dominé par le palais des grands maîtres. À cause d'un vent assez fort, le commandant a dû faire appel à 2 remorqueurs pour l'aider à accoster au quai. La manœuvre terminée, notre petit groupe peut débarquer et admirer le bateau depuis le quai. Nous sommes maintenant prêts pour aller à la découverte de la ville et de ses remparts, un des plus beaux exemples d'architecture gothique en Méditerranée. Après être passés devant cette statue de dauphin, nous y pénétrons par la porte de la Vierge Marie, avant d'arriver à l'église du même nom. La vieille ville, telle qu'on la voit aujourd'hui, est l'œuvre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui s'y établirent autour de 1300 jusqu'en 1522 et la prise de la ville par Soliman le Magnifique. Elle est ceinturée de 4 km de remparts, dont la porte marine, ornée de 2 tours crénelées et des armoiries des chevaliers. Un bel endroit pour se faire tirer le portrait. Près de la porte marine, on trouve le petit port de pêche. La grande spécialité de la région est la pêche aux éponges. Rhodes et Symi, une île toute proche, sont en effet une grande région de production d'éponges naturelles. En continuant de longer le port de pêche, nous arrivons à l'arsenal et à la porte Saint-Paul qui a été remaniée par les Ottomans. Les moulins à vent bordant la marina du Vieux-Port. À l'entrée de la marina se trouve le lieu présumé du colosse de Rhodes, symbolisé par 2 tours surmontées d'un cerf et d'une biche. Cette gigantesque statue de 30 mètres de haut en bronze et dédiée à Hélios, dieu du soleil, a été érigée en -292 et jetée à terre par un tremblement de terre vers -227. Les remparts, près de la porte de la Liberté, qui va nous conduire vers le temple d'Aphrodite et nous rappeler le passé antique de la ville de Rhodes.
L'île de Rhodes et la cité antique sont en effet habitées depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ, au début par des Ioniens. Les cités grecques apparaîtront vers 408 avant Jésus-Christ. L'auberge d'Auvergne, avec sa porte d'entrée et sa cour intérieure. C'est aujourd'hui un lieu de détente agréable. Situé dans la ville fortifiée, le Collacum était le quartier où résidaient les chevaliers hospitaliers de Rhodes, en particulier dans les auberges des langues, car la notion de nation n'existait pas. C'est dans la rue des Chevaliers, la via la plus populaire de Rhodes, que se trouvent les principales auberges des langues, comme l'auberge de France ou les auberges d'Italie et d'Espagne. Tout en haut de la rue des Chevaliers se trouve le Palais des Grands Maîtres, un édifice monumental du XIVe siècle. C'est là que résidait le grand maître de l'ordre. 2 tours massives rondes protègent l'accès à une cour monumentale. Tout ce que l'on voit ici a été reconstruit sous l'époque italienne en 1940, car transformé en prison sous l'époque ottomane, le palais a été détruit en 1856 par l'explosion d'une poudrière logée dans l'église Saint-Jean. Le palais est maintenant un musée. On accède à l'intérieur par un escalier monumental, donnant accès à des salles renfermant de belles mosaïques provenant de l'île de Kos toute proche, mais cette restauration fait l'objet de polémiques. Toujours est-il que les mosaïques sont très belles et bien protégées. Statue de la mort de Laocoon, prince troyen, et de ses fils, l'original est au Vatican. Une mosaïque représentant la Méduse. Une belle fresque de chasse au tigre. Sous la cour principale se trouvaient les citernes aux vivres sur 3 étages. Tout près du palais se trouve la mosquée de Soliman le Magnifique, construite sur la cité antique. C'est en 1522 que les troupes de Soliman entreront dans Rhodes et chassant définitivement les chevaliers vers l'île de Malte. Attachés à l'image de Rhodes, les hordes de chats vivant dans les rues. C'est par des ruelles voûtées et par la rue des Chevaliers que nous redescendons dans l'ancienne ville vers l'Hospice des Chevaliers, un édifice du XVe siècle qui abrite aujourd'hui le musée archéologique. D'architecture gothique, la façade de l'édifice est ornée des armoiries des Chevaliers de Saint-Jean. Au fond de la cour intérieure, on peut voir un lion, symbole de la République de Venise. Du temps des Chevaliers, l'édifice était surtout un hospice et un hôpital. Aujourd'hui, c'est un musée qui abrite des œuvres d'art de l'époque préhistorique jusqu'à l'époque des Chevaliers. La grande salle où on soignait les malades, avec tout autour les stèles funéraires des grands maîtres de l'ordre des Chevaliers. Les œuvres d'art exposées au musée proviennent des sites antiques de l'île de Rhodes, comme Camiros, Lindos ou Ialissos, comme par exemple ces exemples de Kouros, ou encore cette stèle funéraire du temps des Grecs. On peut y voir des exemples de poterie provenant des époques géométriques puis archaïques. Beaucoup de ces objets ont été retrouvés dans des tombes funéraires, comme par exemple le cimetière de Camiros. D'autres proviennent du sanctuaire d'Athéna dans l'acropole de Ialissos. Puis vient l'époque de la colonisation lorsque les cités athéniennes devaient essaimer quand leur population devenait trop importante. On a ainsi de beaux exemples de vases grecs de l'époque athénienne. C'est sur cette visite que nous allons quitter la cité des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, classée au patrimoine de l'UNESCO, sans avoir profité de quelques spécialités à l'apéritif et au dîner. Le lendemain matin, nous faisons route vers les côtes turques, en fait toutes proches. Nous sommes dans la grande région des pêcheurs d'éponges.
Bientôt, tout l'équipage est sur le pont pour préparer la manœuvre d'entrer dans le port de Bodrum. C'est l'ancienne Halicarnasse grecque qui a vu naître l'historien Hérodote vers 480 avant Jésus-Christ. Bodrum est une cité balnéaire turque très prisée, en particulier des propriétaires de yachts. Elle est aussi connue pour son château fort, également construit par les chevaliers de Saint-Jean. Elle était aussi connue pour être le siège d'une des 7 merveilles de l'Antiquité, le mausolée d'Halicarnasse, du roi Mosol, mais les pierres de celui-ci ont servi à la construction du fort. Il n'existe donc plus de nos jours. Le temps est très beau et l'accostage au quai se fait sans encombre. Nous pouvons donc partir en excursion et notre première visite sera pour le théâtre antique de Bodrum. Il date de la période grecque classique, soit autour du 6e-4e siècle avant Jésus-Christ. Situé sur les hauteurs de Bodrum, il fait face à la mer. Sa capacité était de 10 000 spectateurs. Aujourd'hui, il peut contenir environ 4 000 personnes. On nous mène ensuite sur les hauteurs de la ville, voir les anciennes fortifications. Celle-ci mesurait 7 km de long pour protéger Halicarnasse, et aujourd'hui, il ne reste que la porte Mindos. Ces fortifications n'ont pas résisté aux armées d'Alexandre le Grand en 334 avant Jésus-Christ. Cet arbre est un caroubier dont les graines servaient à mesurer l'or, d'où le nom de Cara. Nous faisons ensuite une autre halte sur les hauteurs de la ville pour admirer le port et le fort, et également aller voir de plus près les moulins qui dominent la ville. Il s'agissait de moulins à vent pour produire la farine. Du haut de la colline, on a une belle vue sur une autre baie, car en fait Bodrum est composé de 2 baies, la baie de Gumbet et la baie de Barbaci. Nous quittons ensuite les hauteurs de la ville pour nous rendre sur le port de plaisance. C'est ici que sont amarrés de nombreux bateaux de plaisance, en face des bars et des restaurants. Du port, nous nous rendons vers le fort des Chevaliers. Le château Saint-Pierre est construit sur un éperon rocheux. Il a été construit par les chevaliers hospitaliers sous les ordres du grand maître Philibert de Naillac au XVe siècle. On peut encore voir les armoiries de certains chevaliers. On rappelle qu'il a été construit avec les pierres du temple du roi Mosol. Dans la cour intérieure, une petite église a été transformée en mosquée après la prise du château par les armées de Soliman le Magnifique. Pendant la période ottomane, le château sera utilisé comme base pour une petite garnison, puis comme une prison. C'est aujourd'hui un musée d'archéologie sous-marine. Le château a conservé ses plans d'origine et son architecture de caractère militaire gothique. De là, on a des points de vue sur la ville et sur la petite mosquée en contrebas. De retour au port, nous en profitons pour admirer le yacht privé amarré sur le même quai que le Starflyer. La journée s'achève et depuis notre bateau, nous avons de belles vues sur le port ainsi que sur la ville de Bodrum que nous quitterons à la nuit tombée. Le lever du jour et l'apparition du soleil sont toujours des moments de grande plénitude, surtout en mer. C'est un moment que le commandant nous invite à partager sur le pont. Nous naviguons dans les eaux turques et nous sommes revenus à l'est, au nord de l'île de Rhodes. Nous sommes au sud de l'Anatolie. Nous approchons du delta de la rivière Dalian. Des embarcations locales comme celle-ci sont venues nous chercher et vont nous conduire dans le delta. En chemin, nous passons près de ce rocher percé avant d'arriver dans le delta recouvert de roseaux. La région est connue pour ses tortues que nous verrons au retour.
C'est aussi un refuge pour les oiseaux. Au bout d'une trentaine de minutes de navigation, nous arrivons à un débarcadère au pied d'un piton rocheux. De là, nous allons rejoindre la cité antique de Kaunos. Nous sommes à 8 km de la mer et pourtant Kaunos en Carie était un port grec. C'était un port très actif, mais il a commencé à s'ensabler au IIe siècle avant Jésus-Christ et a dû peu à peu être abandonné sous l'époque turque. La ville est organisée en paliers et nous commençons par la plateforme intérieure ou terrasse de Déméter où se trouve une charmante fontaine ornée de 2 colonnes. Il s'agissait en fait d'une nymphée où l'on venait puiser l'eau. En face se trouvait l'agora du port ainsi qu'une stoa, portique ouvert de 94 mètres de long, décoré de statues et servant à la promenade, et également un temple dédié à Apollon au IIe siècle avant Jésus-Christ. Du temple d'Apollon et de la basilique, il ne reste que des ruines dont les archéologues ont pu reconstruire les plans. On accède ensuite à la terrasse intermédiaire par une ruelle pavée bordée de colonnes doriques. La ruelle donne accès à une plateforme sur laquelle se trouve un temple d'ordre dorique de forme inhabituelle. Il a été identifié comme un temple dédié à Basileus Conius, le roi des Coniens, ou roi-dieu, c'est-à-dire Zeus. De là, on a une belle vue sur ce qui était autrefois le port de commerce. Une autre ruelle, surmontée d'un portique, nous mène à la plateforme supérieure, d'où on a une vue encore plus belle. Sur cette terrasse se trouve une église à dôme de l'époque byzantine. Elle date du IVe siècle après Jésus-Christ. L'édifice était construit sur un plan approximativement carré et possédait 3 nefs. Cette église basilique à dôme est un des exemples les plus anciens et les mieux conservés de ce type d'église byzantine en Anatolie. Sur cette plateforme supérieure et bien avant l'église, existait la palestre dont il ne reste plus que quelques pierres. Un peu plus loin se trouvent les restes d'un bâtiment circulaire qui était certainement une plateforme d'observation astronomique. D'autres pensent qu'il s'agissait de la mesure du vent, le théâtre antique qui a également servi pour les Romains. Enfin, en complément de la palestre de l'époque romaine, les thermes romains. C'est un exemple des mieux conservés de l'époque impériale romaine. Nous quittons la cité antique de Kaunos par l'entrée nord en prenant un sentier bordé de cultures de grenades pour nous rendre à un nouvel embarcadère. Nous y retrouvons notre embarcation qui va nous conduire au tombeau lycien de Dalian. C'est l'image emblématique de la cité antique de Kaunos, formée par un ensemble d'environ 200 tombes rupestres creusées dans les falaises au nord de la cité. On peut voir 2 types de tombes, les tombes royales sculptées en forme de temple hellénistique et les autres tombeaux sculptés au bas de la falaise. Les tombes royales datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. Après ces visites remarquables, nous prenons le chemin du retour vers l'embouchure de la rivière Dalian, et en parcourant à nouveau ces marais. Les marais sont les refuges des oiseaux, comme ce héron, mais aussi des tortues marines qui vont se reproduire sur les plages alentours. Nous allons essayer de les observer, et avec un peu de chance, nous allons pouvoir les voir de près. Comme celle-ci, qui a bien voulu s'approcher du bateau. Nous repassons vers le rocher percé, où se trouvent les plages de reproduction des tortues, avant de remonter à bord du Star Clipper. À bord, les marins s'affairent à recoudre une voile qui avait été déchirée par le vent, à l'aide de cette grosse machine à coudre. C'est l'heure du déjeuner, avant de mettre le cap à l'ouest et de profiter de l'après-midi à bord et de la soirée du commandant. Après une nuit assez houleuse avec un fort gîte dû au vent du nord, le Metlem, la navigation du matin suivant se poursuit avec la houle et le vent. La montée au mât est annulée et nous nous présentons vers 11 heures devant l'île de Santorin que nous rejoignons par le côté oriental en la contournant par le sud en passant devant le mont du prophète Élie qui domine l'île. Le Starflyer entre dans la caldeira par le sud
et va chercher un refuge à l'abri de l'îlot central car le débarquement se fait en chaloupe. Comme on peut le voir, d'autres bateaux, bien plus gros que le nôtre, sont déjà au mouillage dans la caldeira. Cet îlot central, totalement inhabité, est en fait le cratère du volcan et il est encore chaud. L'archipel de Santorin est en fait les restes d'un énorme volcan qui a totalement explosé en 1250 avant Jésus-Christ et qui serait la cause de la disparition de la civilisation minoenne en Crète. Et pendant que d'autres sont partis en excursion à Akrotiri, nous allons débarquer à Tira. Comme on le voit, la mer est agitée, mais le décor est tout simplement spectaculaire. La falaise domine la mer de ses 180 mètres et les maisons jouent les équilibristes à son sommet. On peut y accéder par ce sentier enlacé qui est le sentier des mules. Un autre moyen plus rapide est de prendre le téléphérique. C'est ce que nous allons faire à notre débarquement au petit port. Une fois là-haut, on est ébloui par le décor somptueux que nous offre le paysage. Et ici on voit bien le centre du volcan au pied duquel est abrité notre bateau. La ville principale de Tira est Fira et nous nous dirigeons vers la cathédrale orthodoxe toute blanche à l'autre bout de la ville. C'est ici que les bus de retour d'excursion débarquent les touristes et ce sont des hordes de touristes qui partent à l'assaut des rues de Fira. Nous préférons fuir cette foule grouillante et partir dans des ruelles un peu plus bas à la découverte des charmes cachés de Fira. Nous y découvrons une petite chapelle, avons une vue en contrebas de la cathédrale, avant de trouver une petite église orthodoxe bien charmante. Nous profitons également de quelques points de vue superbes qu'offre l'île de Santorin, avant de revenir dans les ruelles plus commerçantes. Et pendant que nous flânons dans les rues de Fira, nos amis Dominique et Sylvain sont allés en excursion à la découverte du site archéologique de Akrotiri. Akrotiri était une cité minoenne qui fut entièrement ensevelie lors de l'explosion du volcan, comme le sera Pompéi bien des années plus tard avec le Vésuve. Les objets du quotidien, ensevelis sous des mètres de cendres, ressurgissent aujourd'hui pour nous expliquer comment vivaient les gens à cette époque. Mais ici, il semble qu'ils avaient été prévenus de l'éruption, car on ne retrouve pas de restes humains dans les décombres des maisons. On est surpris de voir qu'il y a plus de 32 siècles, les gens utilisaient déjà des objets qui nous semblent bien familiers aujourd'hui, qu'ils disposaient de l'évacuation des eaux usées, qu'ils avaient également de grandes pièces à vivre, avec le foyer central, ou encore donc ces lits de chambre à coucher. Ici, le gond d'une porte. Dans le centre de la cité, on a pu retrouver cette maison avec l'ensemble de son mobilier à l'intérieur. À partir de là, on a pu faire une reconstitution de cette demeure avec son mobilier et ses décorations intérieures, avec ses meubles en bois et également ses décorations murales. Le tout donne l'impression d'un intérieur assez raffiné. C'était une caractéristique de la civilisation minoenne, comme le prouvent ses décorations murales. Le site n'a pas encore été totalement fouillé et révélera à coup sûr d'autres trésors. Nous nous retrouvons tous à Fira, dominés par l'église Saint-Jean-le-Baptiste, avant de prendre le téléphérique et de redescendre vers le port. Au pied des falaises, on peut admirer le site et observer les différentes couches géologiques qu'a révélé le volcan lors de son explosion. Et c'est au coucher du soleil que nous retournons au bateau. La nuit et le matin suivant seront agités et le petit déjeuner tardif et léger pour ne pas dire nauséeux. Et le Methlem ne faiblit pas, comme le montre cette photo. Nous devions faire une escale à Hydra, mais le vent étant trop fort et la mer trop agitée, il ne sera pas possible ni d'accoster ni de débarquer. Le Starflyer doit donc poursuivre sa route. La ville d'Hydra se dresse dans un amphithéâtre sur les pentes abruptes des collines qui entourent ce petit port naturel de l'île d'Hydra.
Elle se caractérise par d'imposants hôtels particuliers construits à la fin du XVIIIe siècle. Le commandant décide de continuer sa route vers Poros, petit port qu'il sait abriter du vent. Poros est une petite île située dans le golfe Saronique. C'est aussi une ville du même nom. Nous sommes au mouillage devant Poros et le débarquement se fera donc en chaloupe. Poros est une petite ville de 4000 habitants, dominée par sa tour de l'horloge. Également construite en amphithéâtre sur les pentes d'une colline, c'est une ville avec de superbes bâtiments néoclassiques. Et aux ruelles étroites où il faut se perdre pour découvrir les charmes de cette petite ville. Nous décidons d'aller sur les hauteurs de la ville, près de la tour de l'horloge. Nous y trouvons tout d'abord cette petite chapelle orthodoxe, la chapelle Saint-Georges. De là-haut, on a vue sur l'autre versant de la ville, la tour de l'horloge. Et dans le couchant, le Starflyer. Après s'être descendus au port, nous sommes en quête d'un restaurant, dansant faire quelques photos du soleil couchant sur le Starflyer, ou d'un beau yacht amarré au quai. Et ce sera dîner à terre avant le retour à Athènes. Le lendemain au petit matin, le Starflyer arrive au port du Pirée, ainsi que d'autres paquebots qui nous ont accompagnés pendant la croisière, de même que le voilier de la compagnie Windsurf. Et une dernière fois, nous écoutons le commandant lancer son ordre Hit Ship pour la manœuvre d'accostage du bateau. Une fois le débarquement terminé, la compagnie Plein Cap nous offre une visite de l'acropole. Celle-ci commence par une vue plongeante sur l'Odéon des Rhodes. Nous nous dirigeons ensuite vers l'entrée de ce que fut l'acropole autrefois. On accède à l'acropole par des escaliers passant sous les propylées. De là, on peut voir l'ancienne cité antique à ses pieds, la ville nouvelle et au fond le port du Pirée. Des propylées, il ne reste que les colonnes, des linteaux et ce plafond à caissons. Les propylées vus de l'intérieur de l'acropole. Avec sur le côté le temple d'Athéna Niké, la Victoire, dont on voit ici une reproduction. Le même temple vu des propylées. Et merveille d'architecture aux proportions parfaites, le Parthénon, bâtiment principal de l'acropole, renfermait une statue géante de la déesse Athéna Pallas, œuvre du génial sculpteur Phidias. Mais comment imaginer qu'en 1687, un obus tiré par les troupes vénitiennes va faire exploser cet édifice qui contenait une poudrière de l'envahisseur turc, causant des dommages irrémédiables et dont les travaux de restauration ne finiront que de nos jours. Mais c'était aussi sans compter sur le pillage systématique des fresques des métopes par les Italiens puis par l'anglais Lord Elgin pour le compte du British Museum. Ne reste donc à Athènes que la structure de ce superbe monument. De là, on a une belle vue sur la colline Lycabette et son église. Ici se trouvait une statue colossale en bronze d'Athéna avec au fond l'Erechtheion. C'est l'un des édifices les plus élégants de l'acropole. Érigé au 5e siècle, à l'endroit où, selon la tradition, Athéna et Poséidon se seraient disputés la suprématie sur Athènes. Il est orné du célèbre portique des Corrès ou des Cariatides, 6 statues de femmes tenant lieu de colonnes. C'est près de ce temple qu'aurait poussé l'olivier sacré d'Athéna, donc elle avait fait au peuple d'Athènes. En contrebas de l'acropole, le théâtre de Dionysos. Et un peu plus loin dans la ville, vue du temple du Zeus olympien, dont il ne subsiste que 16 colonnes.
un dernier coup d'œil vers le nord de la ville d'Athènes avant de nous rendre au stade olympique. C'est ici qu'en 1900, Pierre de Coubertin a ravivé l'esprit des Jeux olympiques pour les temps modernes. Et c'est ainsi que s'achève notre voyage en mer Égée avec le Starflyer et avec plein cap.